C'est bon là, je suis pas trop près là, hein, normalement. Allez. Le plus gros chiffre de l'année 2023 est tombé et on verra qu'il nous a bien embrouillé le cerveau. Ouais, surtout le tien. Hein. Alors, est-ce qu'on a plus de visibilité après la sortie du chiffre de l'inflation aux États-Unis cette semaine? Est-ce que les bonnes nouvelles se poursuivent? Pourquoi certains indices sont déjà proches de leur record historique? Alors, trop vite? Actualité de la semaine, souffle d'air frais enfin sur le marché des cryptos. Allons-y pour le débrief hebdo. Début d'année en fanfare sur les indices européens qui s'envolent vers de nouveaux cieux. Après une belle inflation en zone euro, les indices américains avaient plus de mal puisque leurs chiffres d'inflation n'étaient pas encore publiés. On se basait alors uniquement sur les chiffres du chômage de la semaine passée qui a indiqué une hausse des salaires moins forte que prévu. Donc une inflation moins forte, mais on n'avait pas encore le chiffre concret, le vrai chiffre. Et alors que le CAC 40 et le DAX ont explosé leur haut de range 2022, Dow Jones, Nasdaq et SP500 ne faisaient eux que passer au-delà des hauts de range horaires dans lesquels ils évoluaient entre Noël et le jour de l'an. Bien loin, eux, de leur gros niveau de résistance daily. Et ça tombe bien parce que cette semaine, c'est au tour des États-Unis de publier leurs chiffres d'inflation. Ça concerne le mois de décembre et on l'attendait négatif pour la première fois depuis le Covid en 2020. Moins 0,1%. Alors s'offrait à nous deux options. Option 1, mauvaise surprise. Une inflation au-delà de 0%, c'est-à-dire positive, qui aurait pour impact une réintégration du fameux range horaire dans lesquels ils étaient sortis par le haut. Et vu que les indices américains sous-performent les indices européens, montent moins vite, facile, on short avec des niveaux d'invalidation au-dessus de la tête. Deuxième option, inflation meilleure que prévu. C'est-à-dire à partir de moins 0,2% et au-delà. Enfin, bien en dessous, quoi. Ce serait une bonne nouvelle qui détendra encore un peu plus le dollar américain, lié à une anticipation des hausses des taux de la Fed moins fortes que prévu, et ce, lors de ses prochaines réunions. D'ailleurs, la prochaine aura lieu le 1er février, et aujourd'hui, plus de 90% du marché estime qu'il y aura une simple hausse des taux, c'est-à-dire 25 points de base de hausse de taux. Le coût de l'argent n'augmente pas fort, les actifs risqués en profitent, et les indices américains rattrapent leur retard par rapport aux indices européens, qui se sont particulièrement envoyés en l'air en ce début d'année. Là aussi, facile. Et là, c'est le drame. Oui, l'inflation ressort à son plus bas depuis plus d'un an. 6e mois consécutif de recul. Rythme annuel d'inflation 6,5%. Autrement dit, l'inflation ressort exactement à moins 0,1%. Comme prévu, le pire des scénarios. Pourquoi? Parce que les marchés sont balancés entre le fameux adage acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Oui, le marché a commencé à monter avant ce chiffre-là. Pas de surprise, c'est pas meilleur que prévu. On dégage. Et d'un autre côté, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque l'inflation recule. D'où cette espèce de lessiveuse qu'on a eue comme ça après le chiffre, et ce d'ailleurs pendant des heures. En haut, en bas, vas-y que je te nettoie ces carnets d'ordre. Si on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, on appelle ça le Core CPI. Il augmente de 0,3%. Deux éléments à retenir. Cette baisse des prix est liée surtout à la baisse des prix de l'énergie, notamment le prix de l'essence. Moins 9,4%. En baisse de 1,5% sur un an. Autre élément, cette baisse compense la hausse des coûts liés au logement, puisque lui a augmenté de plus 0,8%. En d'autres termes, l'inflation baisse, c'est une bonne nouvelle, mais c'est exactement ce qui était prévu. On dit dans le jargon, c'est pricé, c'est intégré dans les prix. Mais une bonne nouvelle aussi parce que les prix du pétrole ont largement baissé. Alors j'étais le premier à m'attendre à ce que ce chiffre de l'inflation apporte plus de visibilité pour la suite. Visiblement, c'était aussi le cas pour l'ensemble du marché. Et puisqu'aucune direction n'a eu lieu après ce chiffre clé, c'est là que l'analyse technique va prendre le relais. Bonne nouvelle concernant l'indice de la peur, le VIX, mesuré à partir de la volatilité implicite des options du SP500. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est sur ses plus bas. Il continue à baisser. Ce qui veut dire qu'il y a moins de couverture de la part des gérants, plus de prise de risque. Les portefeuilles sont en train de se reconstituer, et ce après une année 2022 particulièrement difficile. Autre point, Charles vous l'a partagé sur IVT. Au passage, merci à lui qui nous aide énormément sur la partie recherche économique, et tout le boulot aussi qu'il partage sur IVT au travers des actions, notamment en swing à moyen terme, avec tout l'ensemble de l'équipe, sans oublier Virginie, Inchi, Sylvain et Founi, et aussi Rodolphe, mais lui il est partout. Du coup j'en étais où moi? Ah oui,
les actions du Nasdaq, eh ben on dépasse pour 56% d'entre elles leur MM200 Daily. C'est un point de repère moyen terme qui permet de matérialiser des tendances, ce qui montre que dans l'indice Nasdaq, il n'y a pas que les GAFAM. Bah oui, parce que même si elles ont une très grosse pondération et pèsent sur l'indice Nasdaq qui est sur ses plus bas, il n'y a pas que Apple, Meta, Amazon, Microsoft et Google. Ah ben non. En théorie, c'est une bonne nouvelle parce que ce sont les grosses capitalisations qui tombent en dernier lorsqu'on est dans des marchés baissiers, comme on a connu en 2022, puisque, pour simplifier, quand c'est la merde, on dégage d'abord les dossiers pourris, ensuite les dossiers moyennement pourris, voilà les mid-cap, et ensuite, pour terminer le nettoyage, on dégage les grosses, les solides, les fortes, les mastodontes. Le Nasdaq est certes sur une grosse zone mensuelle, matérialisée ici par cette ligne rouge, qui est la moyenne mobile à 50 périodes en données mensuelles. Il a été en surperformance pendant des années, c'était absolument pas le cas d'ailleurs en 2022. Il lui manque 50% pour rallier ses records historiques, alors que le FTSE, l'indice anglais, on y est quasiment là. Pareil pour le CAC 40, si on intègre les dividendes, donc le CAC GR. Même chose pour le DAX, il reste grosso modo 10% sur l'indice Dow Jones pour rallier ses records historiques. Côté SP500, le mois de janvier est décisif. S'il termine positif pour ce premier mois de l'année, il a très exactement 83,3% de probabilité de terminer l'année dans le vert. Aujourd'hui, on est entre plus 3 et plus 4%. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Tesla a annoncé baisser ses prix et pas qu'en Chine, maintenant c'est aux États-Unis aussi en Europe. Ça, c'est pour relancer la demande. Mais ça aura pour implication, notamment, de manière assez évidente, une baisse de ses marges. D'ailleurs, l'action vendredi à l'ouverture de Wall Street, l'action n'a pas pris si cher que ça, je trouve. Elle tient toujours cette zone des 100 $, c'est 4 fois moins qu'il y a quelques mois. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que ça gueule quand les prix baissent et ça gueule aussi quand les prix montent. Ça gueule pas à quel moment en fait? Jamais. D'accord. Ok, non mais c'était juste pour avoir l'info, je parle des voitures. Aux États-Unis, les bancaires ont commencé à publier. JP Morgan, c'est une bonne publication, mais elle est pessimiste pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle elle constitue une provision de 1,4 milliard de dollars pour des pertes de crédit potentielles. Ça, c'est à cause des perspectives économiques. Bah oui, Jérôme Powell, le patron de la Fed, il a dit avec cette hausse des taux, on va morfler, donc forcément, ils sont obligés de faire des provisions, pas des prévisions, des provisions, mais du coup des prévisions baissées par rapport à leurs provisions. Voilà. Je pense que ça va bien se passer ce débrief hebdo, ça va bien se passer, oui. Pareil pour Citi qui se protège avec des provisions engagées pour 2023. BlackRock, quant à elle, baisse ses revenus de 15%. Semaine prochaine, il y a encore du lourd avec Morgan Stanley, Goldman Sachs, Alcoa ou encore Procter & Gamble, Schlumberger, Netflix. Ça commence à envoyer du steak. Côté Ubisoft, c'est un profit warning. Elle a annoncé un plan de réduction de coûts. Elle revoit son objectif de net booting en baisse de 10% alors qu'elle visait jusqu'à présent une croissance de 10%. Le problème, c'est que vous n'avez pas aimé ces jeux là, Mario plus Lapin Crétin et Just Dance 2023. Bah alors, faut danser en 2023, c'est important de danser. Est-ce qu'on peut... Ah non, c'est mort. CAC 40 et DAX se sont envoyés en l'air en ce début d'année, accompagnés par le FTSE en Angleterre, en éclatant littéralement leur résistance daily. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Alors quand on a un TGV qui arrive devant soi et qu'on essaye de l'arrêter par ses propres moyens, c'est-à-dire avec ses mains, eh ben ça marche pas. Sauf éventuellement pour Superman. Eh ben c'est pareil, quand tu as un flux de marché et qu'on arrive proche de zone de résistance, ça marche aussi à l'envers, proche de zone support, eh ben le plus fort des deux, c'est le flux. Preuve en est sur le CAC et le DAX. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est absolument pas opposé au flux, même si d'un autre côté, c'est très difficile de payer en swing. Bah oui, parce que ce sont les mêmes zones qu'on avait vendues il y a un mois, qui avaient entraîné une baisse de l'ensemble des marchés de 6%, dont on avait d'ailleurs profité. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a absolument aucun signal baissier. Rupture des plus bas de la veille, retracement de plus de 50% d'un mouvement. Bref, un truc technique concret. Donc, faut pas chercher le point haut. Même d'ailleurs, si ça devait baisser la semaine prochaine, il y a aujourd'hui aucune raison technique valable de vente. Je parle en daily,
sur du swing trading, c'est-à-dire sur plusieurs jours. C'est le meilleur moyen de se faire traîner pendant des centaines de points, comme ça aurait pu être le cas d'ailleurs sur le DAX, si on avait simplement vendu cette zone de résistance en disant « Ah, allez, on y va », c'était à 14 600 points. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Et pour ceux qui disent que ça baissera un jour, et que le jour où ça baissera, ils diront qu'ils ont raison, à part provoquer de la frustration, ce n'est pas un plan de trading. Côté marché américain, donc, aucun flux après l'inflation US. Même si j'estime que cette détente du dollar américain et des taux à 10 ans aux États-Unis devrait favoriser quand même un rattrapage des marchés américains. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors je me fixe tout simplement des points de repère, comme par exemple les précédents hauts de range horaire dans lequel on évoluait, dans lequel on s'est extrait par le haut. Tant qu'on n'enfonce pas à nouveau ces zones, je reste positif. Alors mon avis n'engage que moi, l'inflation n'était pas meilleure que prévu, mais l'inflation est bonne. Il n'y a pas de signe de ralentissement économique pour le moment, quand bien même les banques sont inquiètes. On l'a vu tout à l'heure avec leurs provisions. Oui, ça peut nous tomber à un moment donné sur le coin de la figure, à un moment donné qu'on ne maîtrise pas. Mais techniquement, pour le moment, je n'ai aucune indication de retournement. Alors je ne vois pas pourquoi j'irais à l'encontre de l'optimisme général que nous indique le marché en ce début d'année. Parlons aussi de l'or. Rodolphe a quand même largement insisté dessus. Il retrouve de son brillant, aidé par le recul de l'inflation et le dollar qui s'affaiblit. Concernant le fameux bas de rente sur le Nikkei, le fameux toutou youtou. Oh, stop. La fête est finie là. Ouais, je sais, j'aurais préféré que ça dure un peu plus longtemps, mais c'est bon. J'ai payé le bas de range 2022 encore une fois. J'avais 750 points de plus-value latente avant les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Certains ont suivi et ont été dégoûtés parce qu'il est retombé. Alors, il n'y a pas eu de drame. Oui, je suis sorti sans gain, mais aussi sans perte. Ok. Alors, on se dit tout, on va tous dire. Il n'y a aucune frustration à avoir. Si on regrette systématiquement de ne pas entrer au point bas, de ne pas sortir au point haut, de ne pas prendre tous les mouvements en journée de tous les actifs qui existent, on n'y arrivera jamais. Parce que si on cherche tous les mouvements, on va cliquer achat, vente, achat, vente, achat, vente. Et ça ne va jamais générer de grosses performances si ça part vraiment. À un moment donné, on va se retrouver contre un flux, contre une tendance et on va se retrouver coincé et on va perdre tout le boulot qu'on a fait précédemment. C'est pas comme ça que ça marche. À savoir que c'est pas une perte, c'est un manque à gagner. C'est un plan qu'on a travaillé et déjà plusieurs fois toute l'année 2022. C'est une décision que j'ai prise, que je vous ai partagée. Déjà d'entrer à l'achat tout en bas, mais aussi de garder là-haut. Et ben oui, c'est retombé. C'est ainsi et je vais pas pleurer parce que ça va pas faire avancer. Donc oui, le Nikkei est plus faible que ses homologues. J'y retournerai si et seulement si il me donne un signal positif proche de cette borne basse des 25 800 points. Mais si vous cherchez la perfection en trading, il faut vraiment passer ce cap de je travaille le processus non-stop et pas en mode à chaque fois que je le clique, j'ai peur si ça part pas direct dans mon sens. Je suis dégoûté. Ouh là 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 là, il y a une bougie 5 minutes. Et vraiment, je vous le dis en toute bienveillance. D'ailleurs, j'y retourne pas encore à l'achat parce que les marchés ne veulent plus là de leur politique monétaire ultra accommodante, là, la Banque du Japon. Elle pourrait d'ailleurs tout arrêter dès la semaine prochaine. Et ça, ce serait pas bon pour l'indice Nikkei. Moi, j'aime bien cette rubrique. Tout le monde peut mettre un like d'ailleurs. DJ, musique. Ah bah, tu m'as pas dit laquelle, hein. On sort la tête de l'eau sur les cryptos, enfin, qui profitent de cette remontée de l'ensemble des marchés traditionnels et de l'accalmie de cette tension économique globale. On tient donc encore ces gros niveaux à long terme. C'était les plus hauts historiques de 2017-2018 et qui depuis des mois font office de support. C'était trop tard pour sortir le long terme après une année 2022 pourtant très difficile. Tant mieux, ça prend forme même si c'est encore loin d'être terminé. En gestion active, on a profité pour recompléter les lignes et continuer à travailler malgré tout ces dernières semaines et même mois, dans le calme, l'absence de volume, l'absence de volatilité, bref, l'absence d'intérêt général pour ce marché. Et pourtant, on a continué à garder cette volonté de rester discipliné et optimiste malgré le contexte. Ce qui permet aujourd'hui d'atteindre des TP1, des premiers objectifs, voire même des deuxièmes objectifs, voire même des troisièmes objectifs qu'on s'était fixés sur des entrées réalisées juste avant Noël. C'est le cas par exemple pour l'Ether qui a rallié
rallier cette grosse zone des 1400 $. On s'est même extrait d'ailleurs par le haut. QNT, Atom, Matic, il y en a plein d'autres. Le but, c'est pas de faire la liste exhaustive. On est maintenant sur un premier gros niveau clé important. Ici, on est sur la capitalisation totale qui réunit l'ensemble du marché des cryptos, ce qui efface la panique liée à l'affaire FTX qui a éclaté il y a 2 mois. C'est donc forcément aujourd'hui plus judicieux de prendre des bénéfices au moins partiels. Je parle de la gestion active qui récompense le travail qui a été réalisé en amont et qui a été très difficile, et de laisser courir une autre partie de position pour viser plus ambitieux, parce que oui, ça peut continuer à monter. Et de rester par contre très sélectif sur les nouvelles entrées. Ça évitera de paniquer si on consolide légitimement de 3, 4, peut-être même d'ailleurs 10%, ce qui est une hypothèse à n'absolument pas écarter. Attention donc aux FOMO de dernière minute, n'importe comment et surtout partout. Il faut vraiment rester rigoureux sur les invalidations et de ne renforcer que progressivement une fois que les dernières qui ont été rentrées en portefeuille sont sécurisées. Le marché tente de sortir de son hibernation. Il faut maintenant transformer l'essai dans le calme et pas dans la précipitation. Ça a été une année 2022 très dure à tous les niveaux, dans la tête mais aussi pour les portefeuilles. Début 2023 nous montre encore une fois qu'il ne faut pas abandonner au premier obstacle et même s'il se succède. Retenir que l'investissement, c'est du temps, la patience, la persévérance, de la discipline, et ce, tous les jours, même quand ça semble terminé. Je vois beaucoup de ceux qui étaient complètement absents dans les moments difficiles qui reviennent maintenant à la charge. Et là, normalement, ça doit faire écho d'être encore beaucoup plus rigoureux sur les nouvelles entrées. Et toujours, bien évidemment, sans levier. Ça ne veut pas dire ne pas être prudent et de rester sur la touche, mais juste attention aux FOMO, parce que comme par hasard, ceux qui ont disparu tout en bas reviennent généralement tout en haut. La semaine prochaine sera très light d'un point de vue économique, d'où cette volonté de rester plutôt dans les tendances qui sont actuellement en place plutôt que d'anticiper l'inverse. Et on gardera un œil sur les publications d'entreprises américaines aussi la semaine prochaine. Merci pour vos likes si vous êtes de la partie. Et vu que le tutoiement stéréotypé dérange, eh ben je propose qu'on se fasse une bise.